Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mokhtar. Je suis l'un des 60 000 bénévoles de la Croix-Rouge. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour passer un temps énergisant pour faire le plein de cohésion et d'idées nouvelles. Ce sera aussi autant de convivialité, de présentation et de partage. Je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir vous rencontrer. Je remercie la Croix-Rouge française de son engagement et de nous avoir donné cette opportunité de se retrouver autour des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais ça ne nous surprend pas de la Croix-Rouge. Elle nous a toujours habitués à ces belles surprises. Je remercie également nos intervenants sur cette table ronde. Le thème de cette table ronde, c'est une société inclusive. Pour tous, quel levier? Société inclusive où l'inclusion, chacun a sa propre définition d'une société inclusive. Pour certains, une société inclusive, c'est une société qui s'adapte à la singularité de chacun dans son mode de fonctionnement. Chacun doit être l'héritier de ce que la société a de meilleur et de plus noble. Chacun a un droit égal à bénéficier de l'ensemble des biens sociaux, qu'il s'agisse de l'école et autres lieux de savoir, des transports, des espaces culturels, etc. Mais on se pose également la question d'où vient ce concept d'inclusion. Donc je me suis penché sur la question. C'est un mot d'usage courant en langue anglaise que nous avons adopté et introduit dans le vocabulaire des politiques du handicap. Ce terme peu approprié car étymologiquement, il implique l'idée de clôture, d'occlusion, de réclusion. En odontologie, par exemple, une inclusion désigne l'état d'une dent emprisonnée dans l'arcade osseuse d'une mâchoire. Que j'entends par là? Donc, aucun être identique n'a existé, n'existe et n'existera. Chaque être est singulier. Cependant, nous avons tous en commun une même vulnérabilité. L'idée de société inclusive implique une intelligence collective de la vulnérabilité, conçue comme un défi humain et social à relever solidairement. Il n'y a ni vie minuscule, ni vie majuscule. Si tous les hommes sont égaux, pourquoi faudrait-il, ça c'est aussi une question qu'on se pose souvent, si nous tous on est égaux, pourquoi faudrait-il prendre des mesures spécifiques pour certains d'entre eux? Les hommes sont égaux en droit, mais ne sont pas des copies conformes d'un modèle unique. Une société inclusive, c'est une société consciente que l'égalité formelle en droit n'assure pas l'égalité réelle dans les faits. Pour répondre à toutes ces questions, on a des intervenants de qualité. On a M. Patrick Goé, adjoint. Patrick Goé, adjoint au défenseur des droits chargé de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. On a également Dominique Calonne, M. Dominique Calonne, membre du Conseil national des personnes accueillies, accompagnées et du Conseil régional Hauts-de-France des personnes accueillies, accompagnées. On a M. Jean-François Serre, membre du Conseil économique, social et environnemental, co-rapporteur du rapport Plus simple la vie, et Mme Annie Richer, aidante familiale d'une personne accueillie à la HRDA de Sartreville. On a également M.
Pascal Jacob, président d'Andi Tactique et l'auteur du livre Liberté, égalité, autonomie. Merci d'être parmi nous. Et la première question qu'on va poser, c'est à M. Goé. Quelle est votre définition, M. Goé, de la société inclusive? Et pourquoi aujourd'hui utilise-t-on ce terme plutôt qu'un autre? Moi, je vais vous répondre à la lumière de plusieurs expériences. Mon expérience d'ancien directeur général de l'UNAPI, mon expérience d'ancien délégué interministériel aux personnes handicapées et mon expérience actuelle. Je pense que une société inclusive, c'est une société qui, entre autres, mais notamment, apporte à chacun de ses membres la possibilité d'accéder aux droits de tous, mais pour cela, il faut qu'il y ait des réponses adaptées. Il y a des conditions à remplir pour que, par exemple, restons sur le handicap, pour que cette égalité à l'intérieur de la société soit garantie, il faut apporter une aide, un accompagnement, une adaptation de l'environnement, et c'est une question qui est tout à fait d'actualité, ne serait-ce que par le débat qui est en cours autour de la question du logement. Le logement est une excellente illustration de la réalité d'une société inclusive. Et je dis d'entrée de jeu que dans l'état actuel du texte qui est en cours de discussion, nous ne sommes pas au rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que pour que la société inclusive soit authentique, il faut qu'il y ait une corrélation efficace entre le discours affiché et les mesures prises. Et c'est un combat que le secteur du handicap, pour employer cette expression, mène depuis des décennies. Et on voit bien que la société française a encore du cheminement à faire et des mesures d'adaptation. En tout cas, pour l'adjoint du défenseur des droits que je suis, en sachant qu'en 2017, la première cause de saisine de cette institution a été précisément le handicap, que les discriminations observées le sont d'abord dans l'emploi, mais aussi dans l'accès à la santé, mais aussi dans l'accès à l'école, etc. On voit bien que il faut que les pouvoirs publics mènent une analyse objective de la situation, que les pouvoirs publics quantifient objectivement les obstacles qu'il faut surmonter pour que l'on puisse réellement parler de société inclusive. Moi, j'ai été secrétaire général d'Inclusion Europe pendant 8 ans. En France, et pas uniquement en France, mais en France en particulier, on pêche par excès de déclarations et on est plutôt déficient en ce qui concerne la conformité des mesures que l'on prend avec les déclarations que l'on fait. Alors, pour terminer ma réponse à votre première question, ceci étant, des progrès ont été réalisés, des progrès sont en cours, et s'il fallait faire une analyse de la situation d'aujourd'hui avec celle que j'ai connue quand je suis entré dans ce secteur, on a effectivement beaucoup progressé. Beaucoup progressé. On le doit d'ailleurs pour l'essentiel aux intéressés eux-mêmes. Car à la différence d'autres pays, dans le nôtre, les décisions qui sont prises, les mesures qui sont adoptées, le sont très souvent à l'initiative des intéressés eux-mêmes, et notamment de leurs associations. Ça aussi, c'est une caractéristique française extrêmement importante. C'est ce qui explique d'ailleurs que c'est un secteur qui est toujours en mouvement pour plus de progrès, plus d'adaptation, c'est un secteur qui ne se laisse pas enfermer dans une situation acquise. Et qui tout de suite, d'ailleurs, parmi nos amis qui vont intervenir après moi, il y a à cet égard des exemples patents, qu'il s'agisse de personnes appartenant à une institution importante comme le Conseil économique et social, qu'il s'agisse par exemple d'un père concerné qui a tiré de son expérience une quantité pour ce qui est de l'accès à la santé, pour ce qui est de la place de la personne handicapée dans la cité.
ça aussi, c'est un point positif de la société française, c'est-à-dire que, parce que tout n'est pas noir, hein, tout n'est pas sombre, il y a des progrès qui sont réalisés. Mais, pour terminer tout à fait, j'ai une certaine, non pas réticence envers le mot inclusion. La langue française est une langue précise, c'est une langue qui, pour exprimer quelque chose, sollicite plusieurs mots. Le mot inclusion ne suffit pas. L'objectif n'est pas atteint uniquement parce qu'on a inclus. Il faut que cette inclusion soit active et par conséquent, j'y ajoute toujours un autre mot, il faut une société inclusive et participative. Parce que sinon, on ne réalise pas l'intégralité de l'objectif. Et quand je dis participatif, c'est pour tous les types de handicap et toutes les formes de handicap. Dans cette société inclusive, il faut que l'on réfléchisse au devenir des réponses institutionnelles, par exemple. Une société inclusive ne condamne pas la réponse adaptée, la réponse spécifique, la prothèse qui est nécessaire, sous quelque forme que ce soit en rapport avec le handicap. Il faut que la personne puisse être actrice de sa propre destinée. Et même dans une maison d'accueil spécialisée, les personnes qui y sont accueillies sont capables, à la mesure de ce qu'elles sont, de prendre part à leur propre destinée. Le sourire d'une personne handicapée, polyhandicapée, le sourire d'une personne polyhandicapée, qui, avec l'aide d'une assistance, est parvenu à faire déplacer un cube au bout de 3 jours d'effort sur 20 cm, c'est un progrès. C'est un progrès. Et le faire comprendre à l'ensemble de la société, cet exemple-là, c'est l'aider à devenir inclusive, la société. Parce qu'il y a d'autres types de difficultés, en dehors du handicap, bien d'autres types de difficultés. Et puis pour terminer tout à fait, elle ne le sera vraiment, notre société inclusive et participative, lorsqu'elle aura pris toutes ses responsabilités face aux conséquences de l'allongement de l'espérance de vie qui se traduit souvent par des pertes d'autonomie accrues. Et notre société, depuis 20 ans, elle en parle, mais elle a pris peu de dispositions en la matière. Depuis 20 ans, on a créé la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Pour ça, on a fait se rejoindre la question de la perte d'autonomie et du manque d'autonomie, de la perte d'autonomie et du manque d'autonomie, mais nous n'avons pas un dispositif institutionnel et nous n'avons pas un dispositif législatif, on est un pays de droit romaniste, tout passe par l'adoption de textes précis, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Voilà, donc il y a du chemin encore pour que notre société soit réellement inclusive. Pourquoi pensez-vous que ce changement ce changement de sémantique apporte un autre regard sur l'évolution souhaitée de notre société? Et quel rôle doit être joué par les personnes concernées? Il faut qu'elles soient associées. Il faut qu'elles soient associées. Il faut qu'elles soient associées à la fois à la construction, à l'approfondissement de l'idée et à la construction du dispositif. Une société inclusive, c'est aussi une société démocratique, une société dans laquelle la parole doit appartenir aux intéressés eux-mêmes. C'est une question importante que vous mettez sur la table parce que il y a un point, d'ailleurs, que la secrétaire d'État a mis en exergue, et à juste titre, c'est la question de la capacité juridique. Dans une société de droit comme la nôtre, l'exercice de ces droits est extrêmement important. Et en particulier la participation à la désignation des responsables de la société, c'est-à-dire ce que l'on appelle le droit de vote. Notre pays est en retard là-dessus. Il a fait des progrès au cours de la dernière décennie, c'est incontestable, mais il y a encore d'autres progrès à réaliser. La question de Alors, votre question, elle me conduit au cœur des préoccupations de l'institution du défenseur des droits. Le défenseur des droits est en charge du suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. À ce titre-là, la question du droit de vote. On ne peut plus imaginer qu'il y en ait pour lesquels il est naturel de les priver du droit de vote. Le droit de vote doit être un droit universel. Après, il y a un accompagnement à apporter dans l'exercice de ce droit de vote. Et en Europe,
Il y a un certain nombre de pays qui montrent l'exemple là-dessus. J'en ai quelques-uns en tête, et en particulier par un accompagnement pluriel de la personne. Pas de substitution, d'accompagnement. Et ça, c'est un point très important. Et pour le défenseur des droits, c'est un point fondamental. On est en train de préparer notre rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention internationale, puisque l'État a rendu le sien, et ce sont des points que l'on va développer. Encore une fois, le projet de loi Élan, enfin, qui n'est plus un projet, c'est un texte qui est en cours d'adoption, il nous éloigne de ce qu'il y a de fondamental dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, c'est le concept d'accessibilité universelle. L'évolutivité, ça n'a rien à voir avec le concept de concept en question. C'est extrêmement important. Alors, on a pris du retard dans la construction dans notre pays, d'une manière générale. Dans le logement, on est en retard. Mais on n'avancera que si on intègre un processus de mise en œuvre de cette accessibilité universelle. On a failli. C'est dans les textes que l'on a adoptés, loi de 2005, Convention internationale. Il y a eu une tentative d'aménagement avec les fameuses ADAPT, dont d'ailleurs on attend l'évaluation des résultats. Et puis là, au nom des coûts, au nom du contexte, etc., on lève le pied, on a moins d'ambition. C'est une faute. C'est une faute. Très bien. Merci beaucoup. Et là, on va se retourner vers M. Calonne, qui est membre du Conseil national des personnes accueillies accompagnées et du Conseil régional Hauts-de-France des personnes accueillies accompagnées. Donc, cette société que nous souhaitons, plus participative, fait-elle aujourd'hui davantage de place à tout le monde? Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Dominique Calonne. Je suis une personne qui a eu un parcours à la rue et qui maintenant est membre du Conseil national des personnes accompagnées, membre du Conseil régional des personnes accompagnées, également intervenant social au collectif des SDF de Lille et membre du conseil d'administration de la Fédération des acteurs de la solidarité. Alors, je vais vous faire une brève présentation du CCPA. Alors, la prise en compte de la parole des personnes en situation de pauvreté existe depuis longtemps au niveau national, notamment avec la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et européenne. Alors, le CCPA, c'est une instance nationale permettant de recueillir et diffuser la parole de ces personnes. Ça a été créé en 2010 dans le cadre de la réflexion sur la réforme de l'hébergement, initiée en 2009 par le gouvernement et portée par le préfet Régnier, alors en charge du CNPHL. C'est le chantier national prioritaire pour les personnes sans abri et mal logées. Alors, ce conseil est composé de personnes accueillies ou accompagnées, de salariés, de bénévoles, des associations, des institutions, des représentants des fédérations, des administrations et des services de l'État. Il est financé par la DGCS, la Direction générale de la cohésion sociale, via une fondation avec la Fondation de l'Armée du Salut. Alors, les actions du CCPA, ce sont des rencontres avec différentes instances nationales, la DIAL, la DDCS, la NESM, la NIL, une rencontre avec le ministère du Logement. Nous avons eu d'ailleurs en 2013 la participation de Mme Duflot au Conseil national des personnes accompagnées. On a participé à différents travaux, la conférence sur la pauvreté et l'exclusion, bilan sur la refondation, la contribution à l'évaluation du dispositif d'humanisation dans les structures. Il y a eu des témoignages des différentes régions et des instances nationales. Alors, en 2011, il y a une déclinaison de l'instance au niveau régional, c'est donc le CCRPA, pour pouvoir réfléchir au plus près des lieux de vie des personnes, aux politiques publiques qui les concernent. En 2011, il y avait 10 régions. En 2013, nous étions à 16 régions. C'est le Conseil. En 2011, nous avons eu différentes instances de participation existantes déjà dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était les groupes de parole usagers 59 animés par la Fédération des acteurs de la solidarité, qui s'appelait alors la FNARS. Les forums permanents de l'insertion portés par l'URIOPS
et la Fédération des centres sociaux. Autres instances de participation. Alors c'est le souhait en région de pouvoir articuler l'ensemble de ces groupes pour constituer le CSRPA. On a écrit 10 minutes pour chacun. Si vous pouvez, s'il vous plaît, répondre aux questions et pour la présentation. Après, si nous aurons du temps pour ça, s'il vous plaît. Nous voulons qu'il y ait une expression exclusive, parce que nous, dans les réunions, il ne faut pas non plus nous sommes représentés pour former de l'alibi, c'est-à-dire d'être là pour ne rien dire. Donc on veut une place comme les autres. Alors la participation, c'est un appui, un levier, parce qu'on apporte quand même des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des parcours individuels, une évolution des fonctionnements, une évolution des pratiques et un appui face au pouvoir public dans la défense rendue aux personnes accompagnées. Très bien. Donc, je reviens sur ma question. Cette société que nous souhaitons plus participative, fait-elle aujourd'hui davantage de place à tout le monde, à votre avis? Oui, nous, c'est une place à tout le monde, c'est ce que je disais, une place vraiment à tout le monde, parce qu'on voit encore qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller, il y a des endroits où on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut, il y a des endroits où il y a des réticences, donc nous voulons une participation de tout le monde et pour tout le monde. Donc, la deuxième question, quels seraient aujourd'hui les leviers prioritaires, les évolutions rapides à apporter pour vous? Les évolutions rapides à apporter, c'est d'abord que chaque personne n'est pas en structure, mais qui est son logement, avec un accompagnement social adapté à la personne. Et là, déjà, CRH, je pense, beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et là, on passe à M. Jean-François Serre. Monsieur Jean-François Serre, membre du Conseil économique, social et environnemental, co-rapporteur du rapport Plus simple la vie, qui a été porté par le député Adrien Taquet, missionné par le Premier ministre, concernant la facilitation du parcours administratif pour les personnes en situation de handicap. Donc, figurant dans votre rapport rédigé avec monsieur le député, de nombreuses propositions pour que notre société soit plus accessible à chacun. Pour formuler une proposition très concrète, la mise en place d'équipes citoyennes permettant de redonner aux personnes concernées les rôles d'acteurs. Un levier pour une société inclusive, lequel? Oui, c'est vrai que dans ce rapport, on devait travailler à la simplification du droit dans une perspective que M. Goé a rappelée, c'est d'une société inclusive qui permette à chacun, quelle que soit sa situation, ce qui le distingue des autres, j'allais dire, puisse avoir sa place, j'allais dire de façon, comme tout le monde, dans l'école, dans l'entreprise, dans le quartier où il vit, et c'est ça notre objectif, notre ambition. Au travers de ça, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être réformés, qui doivent évoluer au niveau du droit, au niveau de l'égalité des droits, comme il a été dit. Mais il y a un sujet sur lequel on a buté beaucoup, parce qu'on a entendu énormément de personnes concernées, mais aussi des proches, des aidants. Et il y a un sujet qui est peu traité, c'est l'isolement social, la solitude dans laquelle se trouvent en fait les personnes qui vivent ces situations, ou bien leurs aidants, leurs proches aidants, les familles bien souvent se trouvent très seules. Alors bien sûr, on peut simplifier le droit et c'est important, mais il faut aussi renforcer les liens humains et les entourages dont les personnes qui vivent des situations de handicap et leurs proches ont besoin. Dans ce renforcement des liens humains, il y a bien sûr ces notions, et vous l'avez rappelé, d'accompagnement social qui sont portées par des personnes référentes. Et on défend l'idée que dans les MDPH, il y ait des référents parcours, des personnes qui soient identifiées pour les personnes qui puissent les accompagner. Il faut aussi que dans tous les espaces de socialisation, que ce soit l'école, l'entreprise ou l'enseignement supérieur, que sais-je, les personnes qui en ont besoin puissent savoir à qui s'adresser et avoir en face d'eux une personne qui ait la formation, la disponibilité nécessaire et des équipes qui soient concernées. Et pour cela,
il s'agit de former les personnes, etc. Mais il nous semble qu'il y a un sujet sur lequel il faut aussi beaucoup travailler, c'est d'abord la paire aidance, c'est-à-dire la capacité des personnes de bénéficier de liens avec des personnes qui ont vécu ou qui vivent les mêmes situations qu'eux, parce que là, il y a des capacités à retrouver courage, de compréhension, qui se retrouvent nulle part ailleurs. Et dans ces relations avec les pairs, eh bien évidemment, il y a une capacité à retrouver peut-être d'être réassuré, et puis de pouvoir aussi faire de la médiation dans les relations qu'on peut avoir avec les professionnels qui seraient des référents en handicap. Mais, et on va plus loin, et je vais venir à votre question sur Équipe citoyenne, il y a d'abord, premièrement, on évalue à 1 million de personnes en situation de handicap qui, j'allais dire, sont invisibles en fin de compte, parce qu'ils ne sont pas dans les files d'accueil des MDPH, parce qu'en fait, ce n'est pas une question de droit principalement leur question, qui vivent dans une situation de sentiment d'inutilité sociale considérable, parce qu'ils tournent en rond un peu dans leur vie, n'ayant pas un accès à l'emploi, ou très difficile, et donc qui sont assignés quelque part à vivre dans la proximité dans leur quartier. Et donc nous proposons un investissement extrêmement fort, et c'est très important et très urgent de notre point de vue, que dans la proximité des lieux de vie, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les territoires, nous puissions renforcer fortement les environnements relationnels. Et pour cela, 2 propositions sont faites. La première, c'est que les CCAS, c'est-à-dire les communes, assurent une fonction de premier accueil, d'information et d'orientation de premier niveau, de façon à ce que les personnes aient dans leur proximité le lieu de vie des personnes à qui s'adresser, mais que ces fonctions professionnelles soient articulées avec des engagements citoyens collectifs qu'on a appelés équipes citoyennes, pour dire qu'elles sont, j'allais dire, identifier quelles que soient, j'allais dire, les associations qui les portent, et qui est comme engagement, au travers d'une charte d'engagement, celle de se fixer comme objectif de reconstruire du lien social, de rejoindre ceux qui sont dans l'isolement de la solitude, et de créer, par les projets qu'ils souhaitent, ça peut être ici un jardin partagé, parce que c'est ce qui convient, ailleurs ça peut être des ateliers numériques, ailleurs ça peut être des visites à domicile, ou bien juste boire un pot ensemble en fait. Des projets, peu importe le projet, mais que l'objectif, ça soit des espaces qui accueillent les personnes, quelle que soit leur situation, dans de la mixité, c'est-à-dire ce n'est pas que des personnes en situation de handicap entre elles, mais c'est les habitants du quartier entre eux, et que dans cet espace-là, il y ait des capacités à d'abord s'accueillir, se parler, à créer de la convivialité et à créer du projet pour l'amélioration du vivre ensemble du quartier dans lequel les habitants sont. Et cette idée, c'est cette idée d'équipe citoyenne. Super. Voilà. Super. Merci pour la réponse. Et la deuxième question sera sur les retours que vous avez pu également faire des actions menées dans le cadre de Mona Lisa. Qu'ont-elles apporté auprès des personnes âgées? Alors voilà, c'est-à-dire que cette idée d'équipe citoyenne, elle est déjà expérimentée dans la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. C'est une démarche qui a été lancée il y a 5 ans et dont je suis le référent national, dont je connais bien la démarche, qui a ciblé la question de l'isolement des personnes âgées. Et comme vous le disiez, c'est la rencontre de la perte d'autonomie et du manque d'autonomie. Et là, il y a une vraie question commune autour de l'isolement social, d'ailleurs qui ne touche pas que les personnes âgées et les personnes handicapées, mais qui touche aussi beaucoup des personnes en grande précarité, mais aussi des personnes, des familles monoparentales, des jeunes, et finalement à peu près tout le monde. On a besoin de réseaux de socialisation. Et dans Mona Lisa, on a expérimenté depuis 5 ans la mise en place de ces équipes citoyennes. Et aujourd'hui, alors pour la mettre en place, c'est à la fois cette charte de l'équipe citoyenne qui permet à des dynamiques de ce type-là, qui existent déjà, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font, de rentrer dans cette démarche commune et du coup de rendre accessible et visible sur un territoire les lieux où on peut aller trouver ce lien social, trouver, j'allais dire, une sorte d'offre pour le lien social,
Aujourd'hui, dans cette mobilisation, il y a 250 équipes citoyennes qui sont entrées dans la démarche et qui commencent à agir un peu partout en France. Et ce qui est très intéressant, que là, moi j'étais justement, vous êtes du Nord, mais j'étais il y a deux jours dans le Nord, je ne sais pas, j'ai vu Fabrice, mais il n'est plus là, autour de Mona Lisa. Nous, au niveau national, on a identifié 9 équipes citoyennes dans le Nord parce qu'elles ont signé la charte. Et le collectif qui anime, puisque c'est animé au niveau des territoires, s'était donné rendez-vous pour faire le point sur les équipes citoyennes, et ils en ont dénombré 80 en fait. Donc en fait, ce qu'on connaît, c'est la vision du iceberg qu'on voit, mais en fait, cette dynamique de mobilisation est en train de produire réellement une potentialité de réponse assez extraordinaire. Et donc l'idée, c'est que cette expérience puisse être ouverte, j'allais dire, au champ du handicap. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et avant de passer à Madame Richer, je tiens à vous signaler qu'on va recevoir les questions du public juste après les interventions des intervenants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer en attendant que les intervenants terminent leur intervention. Merci. C'est Madame Richer, aidante familiale d'une personne accueillie à la HRDA de Sartrouville. Donc, Madame, une société inclusive, c'est une société qui prend en compte aussi les aidants. Quelle réalité aujourd'hui? La réalité est peut-être un petit peu plus compliquée que ça soit facile, en fait. Je suis moi-même donc aidante de mon conjoint qui est donc une maladie cognitive depuis plusieurs années. Et on s'aperçoit en fait qu'on se retrouve un peu seul. Vous parliez, Monsieur Serre, de solitude. Je vais dire une phrase qui a été dite d'ailleurs à France Eiselmer par un conjoint d'une malade qui disait « La solitude, ça reprend une chanson, la solitude, ça n'existe pas. Mais si c'était vrai. » Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'aidant, on se trouve quand même un peu isolé, même si, effectivement, le fait de pouvoir bénéficier, et c'est une grande chance, de pouvoir mettre la personne malade dans un centre ou dans une association telle que le Répit, ce qui est le cas pour ma part à Sartrouville, fait en sorte de beaucoup apporter, mais c'est long. Moi, ça fait seulement une petite année que nous avons pu bénéficier en fait du Répit de Sartrouville, et la maladie est là depuis 6-7 ans, donc c'est assez lourd. Et on s'aperçoit qu'en fait, on est seul, nous, oui, parce que au moment en fait, où on détecte la maladie, où le médecin gérontologue de mémoire détecte la maladie, pas tout de suite en général d'ailleurs, on a peu d'informations, on a peu d'éléments, on a peu d'informations et de formation parce qu'il en faut. On se rend compte très vite qu'on est dépassé par les événements, qu'on ne comprend pas, qu'on dit des choses qu'il ne faut pas dire, qu'on a des gestes qu'il ne faut pas avoir. Et ça n'arrange pas en fait la situation. Donc de ce côté-là, je pense que c'est un petit peu long pour nous donner les informations dont nous avons besoin, nous donner aussi les organismes qui peuvent nous aider, les personnes qui peuvent suppléer, c'est-à-dire éventuellement des séjours temporaires en fait, de quelques jours ou 2 jours, de moments qui sont déjà difficiles pour avoir fait ce chemin à voir quand c'est seulement un séjour court et que c'est très très demandé, que c'est sur des listes d'attente et qu'effectivement on a à ce moment-là une grande solitude et on a l'impression en fait qu'on n'est pas beaucoup aidé, même si on peut l'être. On a l'impression qu'en fait on nous abandonne un peu et que du côté santé, peut-être le ministère, je ne sais pas, mais ça manque un petit peu de directives et de moments où on peut en fait trouver des solutions parce qu'on nous les aura données suffisamment tôt et qu'on n'aura pas attendu qu'il se passe quelques années avant qu'on puisse profiter en fait de tous ces éléments.
on se rend compte qu'on est très vite fatigué, qu'on perd parfois un peu le moral quand on a vécu avec quelqu'un pendant des années et qu'on retrouve cette personne, que ce soit un conjoint ou quelqu'un d'autre, dans une situation telle qu'elle est, on est un petit peu dépassé. Et l'affectif, effectivement, qui prend le dessus, fait qu'on a un petit peu de mal, on a un petit peu de mal à supporter. On a un peu de mal à supporter qu'ils ne reconnaissent pas les enfants, qu'ils ne sachent plus les noms, qu'ils soient complètement déconnectés. Et on est un peu impuissant pour régler tout ça parce qu'on n'est pas suffisamment guidé et pas suffisamment vite pour que justement, dès le départ, on puisse en fait nous aiguiller là où on pourrait nous aider et là où, effectivement, on trouverait un peu de foi pour se dire, bon, on a au moins derrière ça des gens qui sont là, qui peuvent suppléer, qui peuvent nous aider à supporter. Et je dois dire que dans le répit à Sartrouville, on a trouvé quand même un peu ça, depuis le début de l'année, ce qui est quand même extraordinaire, puisque ça faisait quand même quelques années que ça durait, et que le chemin de croix n'est pas terminé, et on sait qu'il sera long et qu'il ne sera pas facile, et que les solutions ne sont pas forcément les plus agréables. Voilà. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on trouve des solutions plus rapides et qu'il y ait peut-être plus de rencontres, plus de gens qui puissent suivre en fait les aidants, même si au travers effectivement d'associations ou de la Croix-Rouge comme le Répit nous aident et font des réunions pour aider justement les aidants régulièrement. Et je dois dire que c'est quelque chose qui est vraiment bien parce qu'en fait, après avoir eu quasiment rien, on se retrouve quand même à avoir des gens qui nous écoutent, qui nous donnent des conseils, qui en fait interviennent au niveau psychologique, alors qu'en général, on se retrouve sans rien. Moi, je n'ai aucune aide depuis le début et je ne savais pas trop bien comment on faisait, en fait. Et je dirais que justement, grâce au Répit, j'ai eu un nombre d'informations très importantes, mais je dis malheureusement, c'est toujours trop tard, ou un peu tard, même si c'est jamais trop tard, mais ça serait facile d'en avoir beaucoup plus rapidement. Voilà. C'est pas une vie facile, et c'est comme on dit, la solitude, c'est dur. Merci. Pour les gens qui ne connaissent pas, la HRDA, c'est Répit Détente Alzheimer. Donc, merci pour cette première réponse. Et la question suivante sera, si vous aviez une préconisation à faire, quelle serait-elle? Je pense que j'en ai un petit peu parlé. Ah, ça ne marche plus. Ça y est. J'en ai un petit peu parlé. Je pense qu'en fait, peut-être que c'est au niveau, effectivement, du ministère de la Santé, de pouvoir faire une information peut-être déjà auprès des gériatres qui suivent les personnes malades et d'aiguiller à ce moment-là le gériatre à donner les informations et d'aider peut-être ou d'avoir un site. Alors il y a des sites nombreux où vous savez plus lequel choisir d'ailleurs, il y en a tellement que en fait on ne sait plus où aller. Donc d'avoir un vrai site en fait qui puisse permettre lorsqu'on a malheureusement cette détection, de pouvoir tout de suite avoir tous les éléments, mais crescendo, mais en même temps toutes les possibilités qui peuvent exister, tant au niveau financier d'ailleurs, parce qu'on découvre que ça coûte bien cher, et que malgré la solitude, après, il y a le porte-monnaie, et que pour le porte-monnaie, ce n'est pas forcément facile, parce qu'il faut faire des demandes un peu partout. Donc je crois qu'un site qui serait vraiment complet, sur lequel on pourrait avoir, dès qu'on nous donne cette détection, tous les éléments qui nous permettent d'aller dans le bon sens, de nous aider, d'aider les malades et de nous aider aussi à savoir comment on peut trouver des aides
que ce soit des aides au niveau des dents extérieures pour la toilette, pour les sorties, pour tout ce qu'on veut, des séjours de jour et pas forcément des EHPAD où la personne va rester un certain nombre, enfin toute sa vie presque restante, mais vraiment qu'on ait un panel de tout ce qui peut être fait pour nous aider. Et ça, vraiment, je crois que ça serait un grand progrès. Merci bien. Donc là... Là, on va passer à notre intervenant, M. Pascal Jacob, président d'Handidactique et l'auteur de l'ouvrage Liberté, Égalité, Autonomie. Donc, véritable plaidoyer pour une société inclusive. Vous proposez une action très concrète, les autonomiser. Quelle serait l'action en faveur de cette société inclusive? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et je voudrais dire que d'entendre nos amis, Patrick, nous parler de ce problème du logement aujourd'hui qui est un retour en arrière et impossible à supporter, de vous entendre, Monsieur Calonne, de parler de l'enrichissement de la société par la différence, d'entendre Monsieur Serre dire que la solitude subie est aujourd'hui faire du droit commun et de la possibilité d'être dans une société où la fraternité rime avec voisinage, de vous entendre, madame, dire qu'aujourd'hui, le fait d'aider, c'est se rendre trop seul et de se trouver dans une situation absolument difficile. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que moi, personnellement, ça passe par un certain nombre d'ambitions qui ne sont pas... je vois qu'on est tous dans le même sens, mais il faut avoir de vraies ambitions et des ambitions de fond. Moi, je suis parent d'enfants handicapés. J'ai eu 3 enfants, dont 2 sont polyhandicapés. Et j'ai eu une expérience assez incroyable qui, depuis 35 ans, fait que ma vie a complètement changé. Et j'ai toujours dit que j'avais de la chance d'avoir rencontré mes enfants. Parce que sans ça, je n'aurais pas la chance d'être avec vous. Mais je n'ai pas envie qu'on parle de Romain et de Clément comme on parle aujourd'hui de la personne vivant avec un handicap. Tiens, je n'ai pas envie de parler de personnes handicapées, je n'ai pas envie de parler de personnes en situation de handicap, j'ai envie de parler de personnes vivant avec un handicap. Parce qu'il y a le mot vivant entre handicap et personne, et c'est plus valorisant. Aujourd'hui, je suis un peu gêné dans ce que l'on pourrait appeler ma première ambition qui est valorisée. Lorsqu'on définit une personne institutionnellement, organisationnellement, on la définit qu'à travers ce qu'elle ne sait pas faire. On est dans une situation qui consiste à imaginer que vous fassiez votre curriculum vitae pour rentrer dans une entreprise et que vous ne disiez tout ce que vous ne savez pas faire. Est-ce que vous croyez que vous allez être embauché? Je crois qu'aujourd'hui, il faut valoriser la personne d'une autrement et commencer par dire ce que l'on sait faire. Et c'est la première notion de la valorisation. Et il faut, de ce fait, construire une image de la personne vivant avec un handicap qui donne envie à la société de mettre les difficultés de la vie en partage dans un voisinage accompagnant et solidaire. De ce regard devrait se construire dans la vraie vie la fraternité qui doit être le ciment d'un projet de vie. Libre, égale pour tous, dans une autonomie aussi petite soit-elle, et là je rejoins ce que dit Patrick, aussi petite soit-elle, ce cube qui se déplace est très important, dans un bassin de vie dans lequel on se connaît et on n'est pas un étranger et une personne à regarder. Construire
dans la société avec la personne vivant avec un handicap est une ambition d'être acteur de la communauté dans son projet de vie. Évaluer pour cette personne valorisée ce dont elle a besoin, de toutes les aides. Cette aide, elle va être l'accompagnement, elle va être la technologie à travers la domotique et tout ça, mais ça va être aussi le soin et le prendre soin pour éviter d'être envahi par tout ce qui va créer de nouveaux handicaps. Aujourd'hui, 85% des personnes vivant avec un handicap vivent dans le milieu ordinaire. Elles sont aujourd'hui dans une situation de difficulté face à tous les obstacles qu'elles trouvent dans le droit commun. Du droit jusqu'au plan incliné qui a été mis pour aller vers une porte fermée. L'accessibilité, ce n'est pas un plan incliné, c'est en haut du plan incliné, une porte ouverte avec un sourire. Ces personnes vivant dans le monde ordinaire sont demandeurs de lever tous ces obstacles. Aujourd'hui, 15% des personnes vivant avec un handicap sont dans des structures d'accompagnement et un très grand nombre d'entre elles se trouvent mis à l'écart de la société par manque d'une école précoce de l'autonomie. C'est pour eux un désaveu de leur dignité. D'ailleurs, Patrick l'a rappelé tout à l'heure, comme le préconise la charte de l'ONU, nous devons ouvrir les portes du médico-social pour qu'ils se fondent dans la société et que la porte d'un IME soit la même que celle de l'école. C'est en valorisant la personne vivant avec un handicap que la société deviendra accueillante et accompagnante, parce qu'elle se valorisera elle-même des richesses et des différences, comme le dit M. Calonne, pour devenir plus active, plus réactive, plus innovante. Le deuxième élément sur lequel il est indispensable de se battre, il faut associer. Agir pour une personne vivant avec un handicap sans sa participation est méprisant pour la personne vivant avec un handicap et c'est pour elle une non-reconnaissance de leur citoyenneté à part entière. La personne vivant avec un handicap réunit d'une part une expérience de vie du handicap et cela en réalisant des efforts incroyablement difficiles pour être reconnu comme étant un acteur de la vraie vie, au travail, dans la vie sociale, dans le bassin de vie, dans la culture, dans la famille. Et je pense que cette notion de participation à la vie active de la collectivité territoriale est incontournable. Et d'autre part, par l'expertise de la personne vivant avec un handicap dans ses propres besoins, sa connaissance concrète, incroyable, des efforts qu'elle doit faire pour ne pas être mis à l'écart par cette société. Cette double expertise de la société et du handicap associée à l'expérience de la vraie vie en fait un remarquable citoyen ressource qui peut aider à la création d'une société accueillante et accompagnante. La valorisation de la personne vivant avec un handicap à travers ses capacités, ses compétences, en fait un associé totalement évident d'une société qui cherche à s'adapter à toutes les formes de différence en développant le plus possible une réponse aux attentes de toute la société, y compris de la personne vivant avec un handicap. La troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est responsabiliser. Si on valorise, si on associe, il ne faut pas oublier de responsabiliser. Il n'y aura pas de construction solide de notre fraternité si l'on ne crée pas les conditions de partage des responsabilités entre tous les citoyens
quel qu'il soit. D'ailleurs, Mokhtar, qui est ici, nous montre exactement, et c'est une démonstration fabuleuse de ce qu'il faut faire et ce que tous les médias devraient comprendre. Même si cela, c'est un effort considérable pour vaincre les peurs réciproques d'une société qui ne se reconnaît pas dans la personne vivant avec un handicap. Même si c'est une grande bataille pour toute personne vivant avec un handicap sur elle-même, pour accepter son propre handicap, sa propre différence, visible ou pas, même si l'envie de surmonter sa dépendance à travers tout ce qui est impossible, même si à travers les fenêtres fermées des institutions, on regarde la vraie vie sans pouvoir y accéder, même s'il faut un énorme courage et une autorité sans faille pour devenir autonome, même si la bonne raison de vivre est de co-construire le bonheur de chacun et de tous, sans oublier personne. C'est pourquoi le partage des responsabilités doit être fait avec et sous la responsabilité des personnes vivant avec un handicap. Leurs ressources, leur expérience, leur expertise en font les meilleurs ambassadeurs, facilitateurs d'une vie, d'un vivre ensemble dans notre société, ce que j'ai appelé les autonomiseurs. La personne vivant avec un handicap doit être actrice et responsable de la collectivité dans laquelle elle vit, en apportant toute leur richesse et leur expérience, et ça, en étant regardé comme tout le monde. Cette responsabilité est essentielle et indispensable pour construire concrètement l'école de l'autonomie pour tous. Écoutez ce que me disait un jeune. Pour moi, l'autonomie, c'est que tout le monde autour de moi ait aussi envie que moi que je sois autonome. C'est que tous ceux qui m'accompagnent m'aident à vouloir être autonome, à me permettre d'être autonome en me laissant décider. Vincent, 17 ans, vivant en milieu, dans un foyer d'accueil médicalisé. Valoriser. Comment? Je vais finir. Je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier, et vous l'avez bien rappelé, il faut accompagner, il faut évaluer les besoins, non pas de groupes de personnes, mais de chaque personne et individuellement. Je voudrais aussi vous dire que tout ce travail est d'être présenté aujourd'hui à ce festival de tous engagés autour de la Croix-Rouge. Moi, je vais vous dire, je crois que nous arriverons à faire une société accueillante et accompagnante si on suit et si on s'engage tous, comme le préconise aujourd'hui, de manière très claire, la Croix-Rouge. Ce partage rimera avec voisinage dans un bassin de vie pour en finir avec la discrimination, l'injustice et la solitude subie. Merci de votre attention, de votre accueil et bravo pour cette fête. De la fraternité, bravo à la Croix-Rouge et à toutes ses équipes. Merci. Merci beaucoup à nos intervenants et des interventions de qualité. Comme vous avez bien vu, les bons moments passent très vite et on ne s'est pas rendu compte du temps. Et ça fait 1 heure qu'on est en train de discuter, d'échanger, mais on était tellement à fond qu'on ne s'était pas rendu compte du temps. Il y a d'autres intervenants qui sont à l'entrée. Donc merci à tout le monde. Et j'espère que cette table ronde sera le début d'une société inclusive et le début d'une ouverture d'esprit envers l'autre. Pas que
les personnes en situation de handicap parce que l'inclusion ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap. L'inclusion, c'est une inclusion générale qui concerne tout le monde, sans exception. Merci à tout le monde et à très bientôt.